Le Conseil de la paix, le Conseil de la gestion de la paix ou le Conseil de gestion de la paix, est-ce un mécanisme ou un outil pour gérer le processus de paix à Gaza, ou est-ce qu'il y a de vraies prérogatives, il y a vraiment un dispositif important susceptible de mettre un terme aux violations et aux exactions israéliennes? Pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Baha Ibrahim, journaliste et écrivaine. Dr Baha Ibrahim, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien. Le Conseil de gestion de la paix ou le Conseil de la paix, tout d'abord, est-ce que c'est un conseil qui a de vrais mécanismes susceptibles de mettre un terme aux violations et aux exactions israéliennes? Alors, le Conseil lui-même, il faut le dire, n'a ni pouvoir militaire, ni pouvoir politique direct. De façon directe, non, il ne l'a pas. Alors, sa capacité à influencer la situation sécuritaire dépend essentiellement, ou peut-être entièrement, de la force internationale de stabilisation, son institut ISF. D'accord? Alors celle-là, cette force internationale de stabilisation, elle est autorisée à démilitariser Gaza, par exemple, et à protéger les civils. Et c'est là où réside tout le problème, parce que le Hamas refuse d'être démilitarisé. Alors, et il est crucial, bien sûr, de noter que le mandat de l'ISF agit en étroite consultation avec les deux États, les deux grands États ici au Moyen-Orient, c'est Israël et l'Égypte. Et il faut souligner, par l'occasion, un détail très important, c'est que l'État égyptien en la matière dispose d'une expérience historique, diplomatique et sécuritaire inégalée en ce qui concerne Gaza et la gestion des conflits israélo-arabes en gros. Alors, c'est un pouvoir chevronné, rodé, chevronné, et ça réside dans sa capacité à agir comme interlocuteur nécessaire et crédible pour tous, que ce soit les capitales occidentales ou les factions palestiniennes, qui, justement, au rang de négociations que je suis ici en terre de croix. Alors, dans cette crise actuelle, l'Égypte cherche à utiliser ce capital, de l'expérience bien sûr, pour façonner l'ordre du jour de l'après-guerre, notamment à travers des initiatives comme la formation de ce comité de gestion pour Gaza, afin de garantir un résultat qui soit conforme à sa doctrine de sécurité nationale et sa vision de la stabilité régionale. Donc, ce comité n'a pas un pouvoir direct, d'accord, mais l'Égypte, en tant qu'acteur principal, avec son expérience, avec tout capital-là, pourrait donc jouer un rôle très important. Oui, et d'après vous, qu'est-ce qui l'empêche vraiment d'assumer son rôle? Le comité. Alors tout d'abord, le cadre dans lequel est mis ce comité. Alors, ce cadre, il écarte délibérément les questions politiques fondamentales. C'est-à-dire que ce comité vise beaucoup plus l'administration transitoire et la réponse humanitaire, qui sont deux choses urgentes. Personne ne dit le contraire. Mais il y a des racines fondamentales du problème. C'est ça ce qu'il faut traiter. D'accord? Alors, le plan, alors tout d'abord la résolution politique reportée. Alors il s'agit d'un plan endossé par le Conseil de sécurité et qui indique seulement que les conditions pour un État palestinien pourraient être seulement réunies après la reconstitution de Gaza. D'accord? Et la réforme même de l'autorité palestinienne. Et là, vraiment, il y a une certaine complexité. Il y a aussi les facteurs internationaux. C'est que les grandes puissances sont divisées. Les États-Unis n'ont pas la même position par rapport aux résolutions que celle, par exemple, de la Chine et de la Russie, qui se sont abstenus, par exemple, sur les résolutions. D'accord? Il y a des différends qui sont liés à un niveau géopolitique. D'accord? C'est ça qui entrave un peu ou limite la gestion d'entreprise par ce comité. En plus, on a aussi les effets, d'accord, qui sont un peu trop chers, c'est pas un peu fragile, on va le dire, parce qu'actuellement, il n'y a pas de mécanisme qui garantit que ce feu soit vraiment ça. Mais les institutions internationales, où sont-elles? Alors,
ici, on va parler essentiellement de l'ONU. D'accord? C'est essentiel de l'ONU. Alors, l'ONU, au sein de l'ONU, pardon, il y a absence de consensus. C'est ça le problème. C'est qu'il y a certains États, en raison de leur droit de veto, peuvent entraver la cause. Parce que les organisations internationales en soi, elles sont constituées par des États. Sauf que, comme je viens de le dire, la position de tous les États, surtout celles qui détiennent le veto, n'est pas tout à fait la même. D'accord? Et du coup, les objectifs, si vous voulez, sont un peu révisés à la baisse, entre guillemets, hein, avec un langage commercial. Et donc, la priorité donnée, c'est à une stabilité régionale, hein, plutôt qu'une solution juste et durable. C'est pas que penser à une solution juste et durable, ça n'existe pas du tout, non. Mais je veux dire que le processus de paix actuel, il est dans un état, je dirais, embryonnaire, d'accord. Et je crois qu'il s'inscrit plutôt sur le moyen ou long terme, c'est pas immédiat, d'accord. Donc j'estime que c'est une sorte d'initiation. Ce qui se passe aujourd'hui, le 13 janvier, la déclaration du comité, du Conseil de paix, où l'autorité qui gérera Gaza et qui est selon M. Bahbah, va être dirigée par des technocrates palestiniens. Et là, je crois que l'État israélien n'est pas tout à fait d'accord pour cette constitution, pour l'accord, mais personne, c'est-à-dire les partis qui constituent l'autorité transitoire, hein, si j'ose dire, ici, c'est intitulé comme ça, qui va gérer Gaza. Et donc, c'est un processus de paix qui est dans un état embryonnaire, qui va être ajusté au fur et à mesure que les choses avancent. Mais penser à des solutions vraiment fondamentales qui s'attaquent aux racines, je crois que ceci s'inscrit plutôt dans une logique moyen-termiste ou long-termiste. Est-ce qu'on peut dire que ce conseil est juste un conseil symbolique démuni de tout pouvoir? Alors, le pouvoir, comme je viens de dire, un pouvoir concret, non, je ne peux pas parler de pouvoir concret. Pour l'instant, je peux le qualifier d'une enceinte de dialogue, d'accord, qui essaye de partir sur de bonnes bases, de consensus bien sûr, d'accord, mais permettre carrément d'empêcher toute violation, c'est ça peut-être aussi un peu difficile. C'est pour cette raison que je vous dis j'estime que c'est un rôle beaucoup plus diplomatique, comme je viens de le dire au début, d'accord, beaucoup plus diplomatique. Bien sûr, les États membres, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Qatar, l'Égypte, bien évidemment, les Émirats. Alors, si je parle des États-Unis, j'estime que les États qui composent ce Conseil de paix, ce sont tous des États qui ont les outils diplomatiques nécessaires pour intervenir, c'est ça le point fort. En revanche, quelque chose de concret pour empêcher les violations, j'en crois pas. En revanche, je pense que ce Conseil de paix, il va plutôt la presse internationale, parce que comme vous le savez, l'opinion internationale, l'opinion publique, si vous voulez, à l'échelle mondiale, pour une fois dans la vie, on tout à voit... Madame Baha Ibrahim, vous êtes écrivaine et journaliste. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.